Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le jeudi 1er août et je vous retrouve toujours enceinte. Voilà, je suis enceinte aujourd'hui de 37 semaines d'aménorrhée. Et je me suis dit que c'était le moment ou jamais de débuter ce vlog. C'est probablement l'ultime prise que vous verrez en étant enceinte. Parce que toi, tu es née à combien, chérie? C'était quoi ton terme? Ah, c'était 38, hein? 38 plus 3 peut-être? Quelque chose comme ça. Puis les deux plus grands, ça a été 39. Donc 39 plus 2, Marius, 39 tout pile, Louise, et toi 38 plus 3. Donc la tendance, c'est que plus le temps passe, moins je les garde longtemps. Donc voilà, on est vraiment... Toi aussi, tu veux participer, tu veux raconter plein de choses. On est vraiment dans les starting blocks là, voilà. Et j'avais envie de vous prendre particulièrement aujourd'hui parce que si vous avez vu mon vlog précédent, vous avez peut-être assisté à la fin de la vidéo à mon dépit de voir que je ne pouvais pas me procurer de manière simple le dernier tome de cette saga que j'adore, que j'aime tant lire, qui est Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb, et qu'il me tenait à cœur de finir avant mon accouchement. Donc je vous avais dit que j'avais regardé sur pas mal de sites internet, que j'avais même fait les sites d'occasion sans rien trouver, et que je commençais un peu à désespérer. Et après avoir tourné cette vidéo, après avoir fait mon montage et m'être réécoutée, je me suis dit, mais en fait, t'as pas regardé sur la Fnac sur un malentendu. Donc, j'ai regardé à la Fnac et j'ai vu qu'il restait 5 exemplaires en stock de l'édition que je collectionne et que je recherchais. Et je me suis méfiée parce que je me suis rappelé que j'avais passé une commande Fnac pour récupérer les 2 tomes manquants dans ma collection de l'Assassin Royal. Et que j'avais eu une mauvaise surprise de me rendre compte que c'était pas du tout du neuf, comme le laissait présager l'annonce, que c'était de l'occasion et que c'était surtout les vieilles versions. Donc je me suis dit d'ici que ce soit la même chose. Mais après je me suis aussi dit je n'ai rien à perdre. Je veux vraiment finir la saga avant d'accoucher. Donc au pire je tente, même si c'est l'ancienne version, bah je garderai et puis je lirai celle-là et tant pis pour moi. Si un jour par miracle je trouve la bonne édition, je saurai la racheter et la conserver. Donc j'ai passé commande il y a quelques jours et ma commande est juste ici. Donc on va l'ouvrir ensemble. J'ai pas commandé que ce livre. De toute façon, je pense que vous le voyez au gabarit du carton. D'une main, c'est compliqué. Mais bon, vous savez, Fnac, c'est un peu comme Amazon. Si vous voulez acheter des livres, il faut en avoir pour je ne sais combien, pour ne pas payer les frais de port ou payer un petit centime symbolique de frais de port. Donc, je n'ai pas acheté que ça. On va ouvrir le colis ensemble. Alors, regarde, attends, je te montre. Vas-y, tu tires là. Tu prends, tu tires. Vas-y, tire. Fort, 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 fort. Encore. Bravo. Encore. Jusqu'au bout. Vas-y. Encore. Regarde, t'as presque fini. Ça, tu peux me donner. On va le mettre là. Vas-y, tu tires. Tire. Bravo, Minou. J'ai peur. Ah! C'est bon. Regardez ce qui dépasse. Attends, tire pas dessus, chérie. Je vous cache ce qui reste de l'étiquette. Regardez ce qui dépasse. Mais là, c'est bon. Je le vois que c'est mon édition. Oh, je suis trop contente, Minou. Oh, purée, je suis soulagée. J'en connais une autre qui va être contente, Marie. Ma binôme de lecture commune qui m'attendait. Enfin, j'espère qu'elle m'a attendu. Pour qu'on puisse lire ensemble ce dernier tome. Le voilà, le Graal. Si j'avais pu avoir autant de bol avec l'Assassin Royal, j'aurais été refaite. Mais bon. Déjà, j'ai au moins les Aventuriers de la mer du début à la fin dans la bonne collection. Je vais serrer les fesses. Je sais bien que c'est pas par là que ça sort, mais en même temps, c'était juste pour l'expression. Pour ne pas accoucher avant d'avoir lu cette petite merveille. Alors, qu'ai-je commandé d'autre? Donc, il y a tout simplement les manuels scolaires pour les grands pour l'année à venir.
Donc habituellement, je prends 2 manuels par enfant. Là, pour Marius, avec le CP, j'en ai pris qu'un seul. Le Samy et Julie, parce que je le trouvais hyper complet. Il est... Doucement, mon chéri, tu t'emballes. Il est découpé par matière. Vous avez autant d'intercalaires que de matière. Et il me paraissait mais tellement complet. Et je me suis dit, en plus, le CP, c'est le début des devoirs. On va pas charger la mule plus qu'il ne faut. Donc un seul cahier d'exercice, ça devrait suffire pour son année de CP. D'autant que moi, je pense que je vais avoir fort à faire entre les devoirs, ce cahier, les 2 cahiers d'exercice pour Louloute. Comme ça, moi, je termine rapidement et je peux préparer le déjeuner. Du coup, je vous disais donc un seul album pour Marius. En revanche, 2 pour la louloute qui adore ça. Et puis en maternelle, franchement, ils se font quand même rapidement, hein, les cahiers d'exercice. Donc j'ai pris un Samy et Julie parce qu'ils aiment beaucoup l'univers. Il faut savoir que les Samy et Julie, je trouve qu'ils ont un niveau quand même relativement facile. Beaucoup plus facile que d'autres cahiers. Donc je le prends, c'est plus pour ne pas décourager l'enfant et au contraire le tirer vers le haut en lui montrant que c'est facile. Mais sinon j'aime beaucoup cette collection, c'est pour ça que j'ai aussi pris toute ma maternelle pour Louisette. Donc là évidemment c'est sur la moyenne section puisque la petite cocotte elle embraye avec la moyenne section à la rentrée. Et pour finir, comme il me fallait encore dépenser un peu de sous pour éviter de payer les frais de port, on se trouve toujours les bonnes excuses, je me suis acheté une bande dessinée que de toute façon je comptais me prendre en septembre. Si c'était pas la Fnac, ça aurait été sur Amazon. Mais j'avais vraiment à cœur de pouvoir lire Le Chant des Grenouilles. Je ne sais pas si vous avez vu cette sortie passer. La bande dessinée en elle-même est sortie il y a presque un an, mais quand elle est sortie, la première édition est sortie en couleur sépia. Ça a beaucoup de charme, c'est sublime, mais le sépia, c'est pas mon truc. Donc là, quand cette édition-ci totalement recolorée est sortie il y a quelques semaines, je l'ai tout de suite ajoutée à ma liste d'envie parce que vraiment l'objet livre est de toute beauté. Donc on nous dit qu'il s'agit d'un univers anthropomorphique puisque on fait parler des petits habitants de la forêt, ce que l'on voit sur la couverture. Et ça m'a l'air d'être une bande dessinée un petit peu fantastique. On nous parle de sorcières notamment. Je l'ai feuilleté l'autre jour lorsque je vous ai raconté que j'ai pu passer chez Cultura. J'ai été un peu déçue de constater que c'est très court. Ça a l'air de se lire à toute vitesse. On a une petite page de publicité qui est glissée dans la bande dessinée. Qui nous présente en fait rapidement le 2e tome qui va sortir visiblement le 24 novembre. Je pense qu'il va y avoir exactement le même traitement que ce premier opus, à savoir une première sortie avec une colorisation en sépia. Ça va être tome 2, le concours. Et puis on nous présente aussi à l'arrière les tomes à venir, donc ça va aller jusqu'à 6 albums en tout. Ah, alors attendez, je débarque, je découvre peut-être l'info en même temps que vous, je ne sais pas. Mais cette série, chaque tome va être dessiné par un auteur différent. Et le rythme de parution sera semestriel. Ah oui! Alors ça, par contre, c'est un petit côté... C'est vrai que une fois que je suis habituée à la patte d'un artiste, j'ai du mal à m'en détacher. Et j'aime énormément les graphismes de ce premier opus. Donc bon, écoutez, on verra hein, si je me laisse tenter par la suite. Déjà, lire le premier tome, ce sera un bon début. Quoi qu'il en soit, le principal est là. J'ai reçu mon livre et je suis trop satisfaite. Je ne vais pas vous montrer d'avancée colo parce qu'il n'y en a pas eu par rapport au dernier plan de mon précédent vlog. Il fait tellement chaud en ce moment que je ne me pose pas du tout à mon bureau dans la véranda. Au contraire, je fuis cette pièce comme la peste. Quant à mon tricot, si là il y a une belle évolution, je suis en train de tricoter la dernière manche. J'ose espérer que je l'aurai terminé dans la journée et que demain je pourrai m'attaquer aux coutures comme ça, il sera terminé. Je suis vraiment fière de moi dans le sens où j'ai appris plein de choses grâce à ce tricot. J'ai appris à faire des augmentations, je ne savais pas faire. En tout cas, j'avais jamais essayé.
J'ai aussi appris à tricoter en maille torse. Je ne savais pas du tout faire non plus. Je ne savais même pas que ça existait, cette technique. Donc ça a été un petit challenge et la fierté de voir un projet qui est sur le point d'aboutir. Voilà, très honnêtement, encore une fois, je le trouve pas très beau parce que je n'aime pas la laine. Je suis même pas sûre que ce sera à la bonne taille pour le bébé en fonction de la saison. Mais la satisfaction de voir un projet que vous créez de A à Z avec vos 10 doigts et d'arriver au bout de la chose sans faire d'erreur. Et oui, que ça ressemble à quelque chose en fait. Donc ça, c'est hyper satisfaisant. Je pense que je vous filmerai un petit plan dans les jours à venir pour vous montrer le gilet une fois terminé. Du coup, je vous montre ce que ça donne. C'est comme j'ai pu vous le dire, un petit gilet cache-cœur. Je suis venue tresser plusieurs brins de laine pour l'épaissir. Ce qui m'a permis de faire ce petit nœud ici. Quand on ouvre, on voit que j'ai cousu une petite boutonnière. Et voilà. Donc je suis super contente de moi. Je pensais déjà pas réussir tout court et encore moins réussir dans les temps. Mais voilà, j'ai vraiment carburé et j'ai réussi. Eh bien écoutez, aujourd'hui on est jeudi, on est le 8 août, je suis toujours là, mon gros bidon est toujours là et je viens d'entrer dans ma 38e semaine d'aménorrhée. Donc là c'est, on est aux aguets, ça peut arriver n'importe quand. Les enfants sont pas encore couchés, mais ils sont maîtrisés parce qu'ils sont en train de jouer tranquillement dans leur chambre avant d'aller à la sieste. Du coup, j'en profite pour me poser face à la caméra. Je viens de me faire un thé. Donc, je me suis dit qu'on pourrait parler notamment lecture, puisque je voulais vous montrer les livres que je me suis achetés ce mois-ci. À commencer par un Elena Ferrante. C'est une auteure italienne qui est très connue, qui a écrit donc ce livre, L'amie prodigieuse. Il remonte un petit peu puisqu'il est sorti pour la première fois en Italie en 2011. Et c'est une série qui est terminée, qui comporte 4 tomes et qui a été adaptée, je me demande si c'est pas l'année dernière, en série télé. L'histoire m'intéressait, donc je me suis dit pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, ça pourrait peut-être me plaire. C'est un roman qui se déroule dans les années 50 en Italie, à Naples, et puis qui nous parle de 2 copines, Elena et Lila, et on va les suivre depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et là, ce premier tome, L'amie prodigieuse, c'est un peu le tome de la rencontre, le tome qui est consacré à l'enfance, donc de la petite enfance à voilà, l'âge jusqu'au lycée, je pense. Hein. J'espère que ça me plaira. Ensuite, je me suis acheté au mois d'août un livre de Ilona Andrews. C'est le tome 3 de sa série super connue de pas Cozy Mystery, rien à voir, Urban Fantasy, qui s'intitule donc Kate Daniels. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai beaucoup aimés. En fait, c'est une série que j'aime bien parce que je trouve qu'elle se détache des autres sagas du même genre en termes d'urban fantasy, parce que ça mélange de l'urban fantasy, mais il y a aussi un petit côté science-fiction qu'on ne peut pas négliger. Et le mélange des deux est assez savoureux. Les personnages sont captivants, attachants. On a envie d'en savoir plus. La romance qui commence à s'installer doucement dans un climat de tension, elle est particulièrement savoureuse. Donc vraiment, pour toutes ces raisons, je suis déjà attachée à cette saga. Et j'espère que ce tome 3 me plaira. Je me suis aussi acheté les Whisper Weeks. Donc c'est le nouveau roman de chez Ozu qui a énormément fait parler de lui il y a quelques semaines, quelques mois peut-être même déjà, lors de sa sortie. Et c'est écrit par Jordan Less, je ne sais pas.
La couve est absolument somptueuse. C'est un petit jeunesse qui est abordable pour les enfants à partir de 11-12 ans, je pense. Et dans cette histoire, il va y avoir une poupée qui va envoyer notre personnage principal qui s'appelle Benjamia dans un univers parallèle qui s'appelle Dédaleum. Et Benjamia, qui est très cartésien, qui ne croit absolument pas en la magie, va être obligé de revoir un petit peu tous ces beaux principes et toutes ces belles idées lorsqu'il va être envoyé dans cet univers labyrinthique où les gens n'ont pas trop l'habitude de bouger loin de chez eux, étant donné que leur monde est un réel labyrinthe et qu'il est très facile de s'y perdre pour peu que vous passiez le bout de la rue. Donc voilà, je n'en sais pas plus concernant cette histoire, je pense que c'est déjà pas mal, je suis pas sûre qu'il faille en savoir vraiment davantage pour plonger dans cet univers, vu que c'est un petit jeunesse. Je suis persuadée que ça doit être très fluide, que ça va se lire à toute vitesse, et c'est un livre qui m'attire beaucoup de par sa magnifique couverture, de par son résumé, et surtout de par les avis élogieux que j'ai vu passer jusqu'à présent. Je me suis aussi acheté un livre de chez De Sexus dans leur collection Sabran. Je me suis pris une fenêtre sur les ténèbres et c'est écrit par Rachel Gillig. Je suis un petit peu déçue parce que je trouve qu'à l'écran et même sur internet, sur le site d'achat, eh bien la couve est absolument somptueuse, mais le rendu papier, il y a une espèce de grain, je ne sais pas comment vous expliquer autrement. Le rendu final est finalement, c'est un peu redondant ce que je viens de dire, finalement, mais le rendu est assez décevant. Bon, après, on est là surtout pour l'histoire. Et l'histoire, elle a l'air plutôt chouette. On est dans de la romantaisie, il me semble, de type Enemies to Lovers. Et pour vous parler de l'histoire, c'est une histoire où il y a une brume omniprésente, une brume mortelle, et qui provoque une maladie qui s'appelle la fièvre. Et ceux qui réchappent à la fièvre en sont irrévocablement changés puisqu'ils se retrouvent à posséder un don assez surprenant. Ils sont pourchassés à cause de leur don et exécutés. Notre personnage principal, c'est une survivante de la fièvre, elle s'appelle Elspeth et puis elle va s'allier au neveu du roi pour essayer de trouver une solution à ce gros problème qu'est la brume. Et pour ça, ils vont partir dans tout le royaume à la recherche de cartes. Donc on appelle ça les cartes de providence. Il y en a 12 et chaque carte renferme une magie. Et mis bout à bout, voilà, ils pourront se libérer de la brume. Ça a l'air vraiment chouette, il y a l'air d'avoir une ambiance un peu sombre, mystérieuse, quasi gothique. Et l'ensemble m'a vraiment vendu du rêve, bien que cette histoire me fasse légèrement penser au niveau de son résumé en ce qui concerne cette maladie qui provoque des pouvoirs et les gens qui ont des pouvoirs sont considérés comme des menaces et persécutés. Ça me fait énormément penser au roman Young Elite de Marie-Lu que j'ai eu l'occasion de lire cette année. Pour cette raison, je suis pas sûre de passer cette lecture en priorité parce que l'autre histoire est encore très fraîche dans ma mémoire et j'aimerais pas que ce soit vraiment trop similaire. Mais en tout cas, jusqu'à présent, ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Et finalement, le dernier livre que j'ai à vous montrer, c'est une suite de saga puisque je me suis acheté Rendez-vous avec la menace. C'est un tome des détectives du Yorkshire. J'adore cette série de Cozy Mystery et je suis pour le moment à jour des tomes que je m'étais acheté. Celui-ci, je ne sais plus trop, c'est pas indiqué, il n'y a pas les numéros. C'est ça qui est un peu pénible avec cette saga. C'est que le numéro n'est pas écrit sur la couve. Je ne sais plus si c'est le tome 6 ou le tome 7. Je crois qu'il y en a 9 jusqu'à présent qui sont sortis en français. Et j'aime toujours autant, donc évidemment il me fallait la suite dans ma pile à lire, c'était inenvisageable qu'il en soit autrement. Par ailleurs, niveau lecture, bon je l'ai rangé, mais vous avez vu dans le clip précédent que j'ai réussi à me procurer le tome 9 des Aventuriers de la mer. D'ailleurs, merci à celles qui ont vu mon vlog et qui m'ont ensuite envoyé des messages en MP sur notamment Instagram pour me dire regarde sur Cultura, il est revenu en stock, etc. En effet, merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit décalage d'une ou deux semaines entre le fait que je filme, le montage, la diffusion du vlog, etc. Donc bon, voilà, vous ne le saviez pas à ce moment-là, mais j'ai réussi donc, comme vous le savez maintenant, à me le procurer
auprès de la FNAC, donc tout va bien. Je l'ai lu, ce tome 9, et j'ai d'ailleurs eu un coup de cœur. Il a vraiment réuni tous les ingrédients que j'adore dans la saga, à savoir les batailles maritimes, les pirates, la romance, l'aventure, le mystère, les dragons, les révélations, les retrouvailles, parce que c'est le tome des retrouvailles. On a vraiment jusqu'à présent tous les personnages qui convergeaient les uns vers les autres. Et là, bim, tout explose dans ce tome 9 et c'était un cocktail absolument ahurissant. J'ai ressenti tellement d'émotions différentes pendant ma lecture. Je suis mais tristesse que ce soit fini et en même temps heureuse parce que ça veut dire que je vais pouvoir retrouver l'univers de l'Assassin Royal en débutant prochainement, je crois que c'est le tome 7, à condition que je le trouve, parce que là encore, tirage épuisé. Ouais, c'est pire que les Aventuriers de la mer, où c'était simplement plus de stock temporaire. Là, c'est que le tirage est épuisé, la collection a été rééditée avec de nouvelles couves et impossible de les trouver comme je veux d'occasion. Il va falloir que je me fasse une raison et que je commande la nouvelle version pour les tomes 7 et 8. C'est comme ça, je pense qu'il y a pire dans la vie, mais ça reste quand même un petit peu décevant pour la collectionneuse que je suis. Actuellement, je suis en train de lire un T.J. Klune et je lis Sous la porte qui chuchote. C'est un de Saxus. Et j'avais eu un coup de cœur pour La maison au milieu de la mer céruléenne. Ça avait été ma première rencontre finalement avec la plume de T.J. Klune qui écrit des romances homosexuelles dans des univers de fantasy. Et c'est hyper mignon, c'est hyper chouette, il y a des belles valeurs et des chouettes thèmes qui sont développés. Et ça m'avait tellement plu. Ensuite, j'avais commencé à lire, c'est pas que j'ai commencé à lire, c'est que j'ai lu le premier tome de sa saga Les Contes de Verania, sorti dans une autre maison d'édition chez MXM Bookmarks. J'ai détesté. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vous faire des retours en vidéo parce que je filmais pas forcément au moment où je lisais ce livre. Mais vraiment, mais quelle cruelle et amère déception. C'était horrible, j'avais l'impression de lire un bouquin de fesses. Pour le coup, l'univers était chouette, il y avait une licorne gay, il y avait un ogre, il y avait un sorcier qui était amoureux d'un chevalier. Bref, il y avait des petits ingrédients, il y avait de quoi faire. Il y avait de l'humour, certes, mais alors c'était un humour lourd, un humour graveleux. On nous parlait de fesses, mais absolument à chaque phrase, et je n'en pouvais plus. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi. Je n'ai pas conservé ce livre, même si je me le suis farci jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça a été vraiment, ça ne passait pas. C'était trop, 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 trop. Je me suis dit que je pouvais pas en rester là parce que il me restait quand même deux petits T.J. Klune dans ma pile à lire, donc Sous la porte qui chuchote, et puis je crois que l'autre c'est La vie rêvée des pantins, qui est plus ou moins une réécriture de Pinocchio, me semble-t-il. Donc je me suis dit, allez, peut-être que ça va être quelque chose du niveau de La maison au milieu de la mer céruléenne et pas du tout typé comme et pas du tout typé sexuel comme Les Contes de Verania. Bonne pioche! J'adore cette lecture. Je pense pas que ce sera un coup de cœur, comme a pu l'être son livre, donc La maison au milieu de la mer céruléenne. Mais c'est chouette parce que franchement, ça ressemble à aucun autre livre que j'ai pu lire. C'est ça qui me plaît, c'est qu'il a cette capacité incroyable à se réinventer d'une histoire à une autre. Et là, il surfe sur un thème qui a de quoi me faire grincer les dents, surtout si vous me connaissez, vous le savez. Ça aborde comme thématique la mort, qu'est-ce qui se passe après la mort. Et moi, je suis une grande angoissée de ce sujet-là, finalement. Mais c'est traité avec tellement de bienveillance, tellement de positivité, que ça passe. Voilà, ça passe. Donc on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Wallace. Wallace, il a 40 ans, c'est un sale type, c'est un avocat, il ne vit que pour son boulot, il traite les gens comme de la merde et il n'en a rien à faire des autres, il a quasiment pas de vie privée puisque, vous l'aurez compris, il est marié avant tout avec son job. Donc le jour où il va mourir, ça va lui faire tout drôle, surtout que le jour de son enterrement, il y a quasi personne pour se recueillir auprès de sa tombe. Et il va rencontrer une jeune femme qui semble être le seul à percevoir. Cette jeune femme s'appelle May. Elle est
elle est faucheuse. Et elle va l'emmener avec lui dans cette drôle de maison qui est en fait un salon de thé où vit Hugo. Hugo qui est passeur. Donc le salon de thé s'appelle la Traversée de Caron. On notera tous bien l'allusion à Caron qui était dans la mythologie grecque le passeur hein, du Styx, donc le fleuve des morts. Et Hugo est là pour tout simplement répondre aux questions des morts, essayer de les réconforter et les convaincre de traverser une porte qui est située au plafond, au 3e étage de la maison, et qui constitue le portail vers l'au-delà. Il y a toute une ambiance, tout un imaginaire avec la mort que j'ai trouvé pas mal trouvé. Et puis c'est aussi une lecture qui est douce, qui prend son temps. Alors certains pourraient y trouver des longueurs. Moi je trouve que on peut pas vraiment parler de longueur parce que c'est vraiment un livre qui est à percevoir comme le cheminement intérieur de Wallace pour prendre conscience de qui il était, de ce qu'il peut devenir, de ce qu'il y a après la mort. Bref, c'est un roman qui aborde une belle réflexion et ça correspond aussi à la prise de conscience de Wallace sur certaines choses. Donc oui, évidemment, on prend le temps de détailler tout ça. Vous attendez pas à ce qu'il se passe plein de choses dans ce livre parce que ce n'est pas le cas. Et il y a aussi tout un aspect cosy qui est lié à ce salon de thé avec May qui fait de la pâtisserie, Hugo qui sert du thé pour les morts. À chaque fois qu'il accueille un nouveau mort, son rôle de passeur lui permet de déceler quel thé préparer à chaque fois pour quelle personne. Parce que en fonction du vécu aussi de la personne. Et bref, j'ai trouvé qu'il y avait tellement d'éléments intéressants. Alors je n'ai pas fini ma lecture, il me reste moins de 100 pages à lire. Je pense que si j'accouche pas là dans les heures à venir, je l'aurai terminé tranquillement demain. Mais vraiment très très belle découverte. Voilà pour l'aspect lecture. Écoutez, j'ai repris un petit peu le colo ce matin. Je l'avais délaissé jusqu'à présent parce qu'il faisait trop chaud dans la véranda. Là, je vous cache pas qu'en plus de ça, je suis en train de boire un thé, grande folle que je suis. Mais je ruisselle. Je ruisselle littéralement. Je n'ai qu'une hâte, c'est couper la caméra et me calfeutrer dans le salon pendant la sieste des enfants. Parce que vraiment, j'ai trop chaud. Mais ce matin, la température était idéale pour reprendre le coloriage. Donc je vous l'ai montré, il me semble, à la fin de mon vlog précédent. Je colorie dans le livre sur l'Europe de Rita Berman. C'est le coloriage avec la petite tortue qui est enfermée dans une bouteille. Et je vous montre mon avancée. J'ai utilisé des pastels secs pour faire le fond. Et au départ, j'avais choisi comme couleur bleu et rose et j'étais pas du tout convaincue du rose. Mais comme je n'avais pas encore mis le fixatif, donc j'ai un spray de la marque Le Franc-Bourgeois à vaporiser partout sur ma page pour fixer à chaque fois le pastel sec. Je n'avais pas sprayé, heureusement. Donc le pastel sec a l'immense avantage de se gommer très facilement tant qu'il n'est pas fixé. Donc j'ai remplacé le rose par du jaune. Je suis bien plus convaincue comme ça. Autrement, en crayon de couleur, j'utilise les polychromos ainsi que les quelques luminances que je possède. Voilà. Donc pour le moment, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Je pense que sur la fin, je viendrai flouter avec du Neocolor de blanc pour donner un effet un peu de transparence à ce verre de bouteille pour qu'on ne voit pas aussi bien que là à l'intérieur. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà fait sur un autre album de coloriage. J'avais bien aimé l'effet. Il est possible que je récidive sur celui-ci. Niveau tricot, ça a encore bougé. Donc je vous avais montré un petit plan où je vous montrais que j'avais terminé le gilet. Je me suis lancée, bah oui, parce que vu que j'ai pas encore accouché, autant continuer, hein, allons-y gaiement. Je sais que je n'aurai plus le courage une fois que j'aurai sorti bébé de mon corps. Je me suis lancée dans un pantalon avec la même laine. Donc en fait le pantalon se compose de 2 pièces semblables à celle-ci qu'il va falloir coudre ensemble. Donc j'ai fait la première face et je n'ai pas du tout entamé la seconde. Je pense que ce soir je commencerai. En tout cas c'est un projet qui est bien plus court et bien plus aisé à faire que le gilet. Ce que je prévois de faire cet après-midi, en fin d'après-midi peut-être, quand j'aurai 5 minutes devant moi, ça va être de compléter les albums photos des enfants. Alors leurs albums photos d'école. J'ai acheté en juillet l'album photo de Marius
Et j'ai acheté au mois d'août, dans ma commande, avec ma commande Amazon, l'album photo de Louisette. Donc pour Marius, j'avais du boulot parce que j'avais ces photos qui étaient voilà, dans des pochettes, les pochettes remises par le photographe scolaire, un peu en vrac, depuis la petite section. Donc il a fallu que je fasse petite, moyenne et grande section. Louisette, je n'ai eu que... Enfin, je ne l'ai pas encore fait pour Louise, mais Louise, voilà, je n'ai que la petite section à devoir gérer. Et alors j'ai passé un temps, mais incroyable, à me décider avant de choisir un album photo plutôt qu'un autre. Il y avait des modèles dont la couve était très mignonne, mais l'intérieur ne répondait pas à mes attentes. Mon premier critère, c'est que je souhaitais un album qui aille de la petite section jusqu'au lycée, donc jusqu'au bout du bout où vous faites des photos scolaires, vous voyez. Et souvent, il y avait un album qui allait de la petite section au CM2 et après il fallait que vous rachetiez un autre album qui aille du collège au lycée et ça je voulais pas, enfin j'ai déjà beaucoup d'enfants, si j'ai 2 albums par enfant c'est lourd en gestion. Donc je voulais vraiment un album qui fasse tout, il y en a plusieurs sur le marché, mais je trouvais que le contenu, les possibilités, etc. étaient plutôt décevantes. Vraiment, cet album, je vous le conseille et je tiens à préciser que quand je vous partage des choses comme ça, c'est vraiment spontané, c'est-à-dire que je ne gagne pas d'argent à vous partager mes coups de cœur. Il n'y a aucun lien affilié, il n'y a rien du tout, c'est juste mon avis de consommatrice satisfaite, parfois pas, mais en tout cas là en l'occurrence pleinement satisfaite, que vous voyez dans mes vidéos. La seule chose qui ne me plaît pas, mais c'était pas rédhibitoire, ce sont ces couvertures, je les trouve moches. J'aime les couleurs pastel et j'aime les couleurs neutres, on n'y est pas du tout. On n'y est mais pas du tout. Sur le site, il y a 3 possibilités de couleurs. Donc, il y a le vert, comme j'ai pris pour Marius, le rose, comme j'ai pris pour Louise, et un jaune que je prendrai pour Féfé. Mais voilà, le 4e, je sais pas, j'en prendrai un que j'ai déjà, du coup. Ensuite, ce n'est qu'une couverture, donc ça se change, ça se remplace, ça se customise. Je ne me suis pas arrêtée là-dessus. Moi, ce que j'adore, je vais vous montrer du coup l'intérieur, c'est que c'est hyper complet. Déjà, on a des pages qui vont couvrir la période de 0 à 3 ans. Vous êtes censé compléter si votre enfant était gardé à la crèche, chez une nourrice ou chez vous, glisser quelques photos. Et puis ensuite, ça commence. Alors, ça commence par la toute petite section. Donc, c'est quand même précisé à l'intérieur de l'album que la toute petite section, pour un cursus scolaire classique, n'existe plus en France. Donc, soit on s'en occupe pas, on colle les 2 pages entre elles et on fait comme si elles étaient jamais là, comme si elles avaient jamais été là, ou soit on en profite pour ajouter des photos de l'enfant sur cette tranche d'âge à peu près. Donc là, par exemple, j'ai ouvert au pif, je suis sur la page, la double page. Alors, sachant qu'il y a 4 pages différentes par niveau scolaire, là, je suis sur la grande section. Donc, on vous demande d'indiquer le nom de l'école, son adresse, et puis, il y a une partie « Je me sentais » où vous cochez l'émotion de votre enfant le jour de la rentrée. Évidemment, le nom, prénom du maître ou de la maîtresse, de la TSEM. Et puis pour les plus grands, donc pour la moyenne section, c'est voici comment j'écris la première lettre de mon prénom. Et pour les grandes sections, voici comment j'écris mon prénom. Bon, autant vous dire que Louise, je vais lui faire écrire Louise, elle sait déjà écrire Louise depuis X temps. Donc voici comment j'écris mon prénom. Alors cette section-là, je l'adore. Plus tard, j'aimerais être. Donc du coup, les enfants complètent. En petite section, je peux vous dire que Marius n'avait pas d'avis sur la question. En moyenne section, il voulait être policier. Et en grande section, Marius voulait être ambulancier. Et Louise, petite section, elle me dit que plus tard, elle aimerait être pompier. Voilà, c'est drôle. Mais c'est chouette. C'est des chouettes souvenirs à conserver. Donc, photo du jour de ma rentrée. Donc là, en fait, on n'attend pas de vous qu'on colle la photo de classe du photographe. Et ça, c'est génial pour nous parce qu'on a ce toc, enfin, j'ai ce toc, de prendre des photos des enfants le premier et le dernier jour de leur rentrée.
scolaire, donc premier jour de petite section, dernier jour de petite section, et puis de comparer d'une année sur l'autre les changements physiques. Donc à chaque fois, c'est des photos qu'on prend au même endroit, dans le jardin, dos au même mur, comme ça on peut vraiment voir comment est-ce qu'ils grandissent, comment ils évoluent, le changement de sac à dos, etc. Bref, je trouve ça très chouette. Donc voilà, ça c'est ce type de photo qu'on attend ici. On vous demande d'indiquer l'âge, la pointure, la taille, le nom des meilleurs amis, l'activité préférée, le jeu préféré pendant la récréation, mon meilleur souvenir, un fait marquant, la photo individuelle de l'école, mes activités extrascolaires. Et donc je change de page et ensuite vous avez un énorme espace pour la très grande photo de classe, la photo de groupe. Et puis ici, on vous demande de préciser donc les noms et prénoms des camarades. Et puis là, voilà, là c'est du blabla ou des photos. Alors vous demandez à votre enfant de faire un dessin. Comme ça, on peut voir aussi les progrès en dessin d'une année sur l'autre de l'enfant. Bref, je trouve... Alors je n'ai pas, voilà, comme je vous ai dit, il faut que je m'en occupe. J'ai positionné les photos, mais je n'ai pas collé. Du coup, il y a la photo de Louisette et Marius qui vient de s'échapper. Cette petite photo-là. Bah oui, parce que quand vous avez des fratries, qui plus est, sont scolarisés au même endroit, vous pouvez prendre des photos comme ça, c'est très chouette. Donc il faut que je colle, il faut que je m'en occupe cet après-midi. Sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous retrouverai un autre jour, enceinte ou pas. C'est la surprise du chef ce mois-ci. Hello, aujourd'hui on est mercredi 28 août et je pense que vous devinerez à ma mine épanouie que ça y est, notre grande famille a accueilli un membre supplémentaire. Je suis une mère heureuse, une mère comblée. Si vous me suivez sur Instagram, vous n'avez pas pu louper l'info. En tout cas, je ne pense pas parce que j'ai déjà posté plein de vidéos, des petits réels, des stories en veux-tu, en voilà, des publications par-ci et par-là. Donc j'ai donné naissance à mon 4e enfant la semaine dernière. C'était le 20 août. Et je suis tellement heureuse. Donc on a désormais 2 garçons, mais aussi 2 filles, puisque notre petite dernière est arrivée très rapidement. Et donc voilà, elle fait vraiment notre bonheur. Elle s'appelle Célène. Et tout est arrivé, comme je vous le dis, vraiment de manière assez précipitée. C'est-à-dire que j'ai eu en fin de journée des contractions qui sont devenues, forcément, vous en doutez, de plus en plus régulières et de plus en plus douloureuses. Mais j'ai attendu presque la dernière minute avant de réveiller mon mari, puisque 10 jours avant, j'ai eu un faux travail. Et oui, ça me semblait incroyable d'avoir un faux travail alors que pour les 3 premiers, je n'en ai jamais eu. J'ai un peu culpabilisé. Je me suis dit, mais zut, quand même, j'ai donné 3 fois la vie et je ne suis pas encore fichue de bien connaître mon corps par cœur.
Donc j'avais tellement peur que ça se reproduise et d'être renvoyée à la maison pour rien que j'ai attendu la dernière minute. Mais quand je vous dis j'ai attendu la dernière minute, c'est que j'ai accouché 20 minutes après avoir mis les pieds à la maternité. Donc un peu plus et j'ai accouché sur le parking. D'ailleurs, les sages-femmes nous ont dit que c'était pas si rare que des mamans accouchent sur le parking parce qu'elles ont du mal à jauger et du coup, bah voilà, le bébé sort un peu tôt et voilà. Non, là, ce qui m'a traumatisée vraiment dans ce dernier accouchement, mais c'est rigolo, entre guillemets, c'est que finalement, aucun accouchement ne ressemble aux autres. J'ai donné la naissance à des enfants à 4 reprises dans ma vie et vraiment, chacun de mes 4 accouchements a été différent. Et celui-ci a eu pour énorme originalité que je n'ai pas pu avoir la péridurale que j'avais pourtant réclamée à corps et à cri. Mais tout simplement parce que je suis arrivée trop tard, j'étais déjà ouverte à 5, on m'a emmenée directement en salle de naissance et partie de là, j'ai hurlé « Je veux la péridurale !» Vite, qu'est-ce que fait l'anesthésiste? Et là, on m'a réexaminé, on m'a dit non mais madame, la tête est sur le point de sortir, en fait vous poussez une fois et ça y est. Et là, j'ai commencé à péter une durite. J'ai hurlé que il était hors de question que je pousse parce que je souffrais trop. Et mais justement madame, ça va vous soulager. Ouais, super, génial. Et puis en fait voilà, non, j'avais mal, j'avais peur, je m'en sentais pas capable. Il faut savoir que la vue du sang me révulse. Je suis la pire chochotte de l'univers. Dès qu'il y a un bobo ou un pet de travers, j'essaie de faire en sorte que ce soit mon mari qui gère et pas moi. Donc non, accoucher sans péridurale, c'est franchement pas quelque chose qui m'aurait effleuré l'esprit. Et quand bien même, j'imagine que, je sais pas, j'aurais pris de l'homéopathie, j'aurais suivi des cours d'hypnose ou voilà, j'aurais écouté des audios de relaxation, de méditation, bref, je me serais renseignée sur le sujet, je ne serais pas allée la fleur au fusil comme ça, de manière impromptue. Et pourtant, voilà, je me suis retrouvée face à face avec moi-même et ma douleur. Et la rencontre fut compliquée. Mais bon, hein, de toute façon, depuis tout temps, les femmes, il y a des femmes qui accouchent comme ça. Hein, la péridurale n'a pas toujours existé. Et ça se passe bien. Là, je ne sais pas si ça s'est bien passé, mais en tout cas, ça s'est passé. Et voilà, ça a été assez bouleversant comme expérience. Et oui, ça m'a mis dans une situation un peu bizarroïde parce que quand j'ai fini d'accoucher, je n'avais plus de force. J'étais vaincue par KO et je n'avais même pas la force de regarder le sexe de mon enfant. À ce stade-là, on me l'avait posé sur le ventre. J'ignorais encore si c'était un garçon ou une fille. Et quand j'ai regardé, bah, je n'y croyais doublement pas. Déjà, je n'arrivais pas à penser que j'avais accouché si vite et sans péridurale. Et je n'arrivais pas à croire que j'avais réussi à mettre au monde une fille. Donc mon mari m'a dit, tu es restée comme ça, la main sur la joue pendant 3 minutes, à répéter en boucle, j'arrive pas à y croire, j'arrive pas à y croire. Et ensuite, j'ai pu atterrir et là, voilà, c'était parfait. Donc, petite Célène est venue agrandir la famille des petits bubus, donc vraiment mère heureuse, mère comblée, alternance parfaite, garçon-fille, tous les 2 ans, mais que demande le peuple. Et pour la première fois, je peux vous l'assurer, je ressens enfin ce sentiment comme quoi ma famille est complète, sentiment que je n'ai pas ressenti après Marius, que je n'ai pas ressenti après Louise, que je n'ai pas réussi à ressentir après Félix. Et pourtant, j'avais toujours dit minimum 3, maximum 4, et j'essayais de me convaincre que pour plein de raisons différentes, eh bien, ce serait bien que je réussisse à me stopper à 3 pour des raisons financières, pour des raisons... Oui, mais en fait, voilà, beaucoup financières finalement, parce que ces petits êtres humains qu'on met au monde, il faut qu'on réussisse à s'en occuper jusqu'à ce qu'ils soient en âge de voler de leurs propres ailes. Et notre monde est très compliqué et ne va pas aller en s'arrangeant dans les années à venir. Donc bref, pour plein de raisons, voilà, j'ai essayé de me convaincre que 3, c'était le choix de la raison. Finalement, on a opté pour le choix de la passion. Et avec Célène, enfin, je me sens complète. Voilà, je suis très heureuse. C'est un bébé extrêmement facile pour le moment, du haut de son unique semaine de vie, à l'image de Félix. Et je pense que c'est en partie grâce à elle, bien sûr, mais aussi grâce à nous parce que on avance dans notre expérience de parents et j'ai pas envie de dire que avoir un bébé c'est trop facile, mais franchement pas loin parce que je me suis jamais sentie aussi en forme après un accouchement, je me suis jamais sentie aussi épanouie et aussi peu fatiguée. Finalement, oui, je suis fatiguée, mais je ne suis pas exténuée de fatigue non plus, vous voyez. Parce qu'elle est cool et parce que nous, on a gagné en assurance avec notre expérience,
c'est la quatrième, on a l'habitude. Et là, peut-être que vous l'entendez pleurer en fond sonore et vous vous dites, mais quelle est cette mère ingrate qui laisse pleurer son bébé en nous disant qu'elle est trop facile? Il y a quand même mon mari derrière dans le salon qui gère. Je tiens à vous le signaler. Mon mari qui est donc en congé paternité jusqu'à la mi-septembre. Ça, c'est très chouette parce qu'on n'a pas pu bénéficier de ce congé à rallonge pour tous nos enfants puisque ça fait que quelques années qu'on est passé d'une dizaine de jours, je crois, à 25, plus les 3 jours de naissance. Donc, c'est d'autant plus confortable. Voilà. On est trop heureux, les amis. Donc voilà, vous aurez vu de toute façon auparavant des petites vidéos avec la belle Célène qui égaye nos journées. Voilà, vraiment. Et alors, pour le petit fun fact, ce qui est drôle, c'est que Célène, c'est un prénom donc, que j'ai dans mon radar depuis des années. Félix, s'il avait été une fille, ce serait appelé Célène d'ailleurs. Et Célène, c'est un prénom que je connais quasiment depuis toujours, puisque dans le village où habitent mes parents, quand j'étais moi-même enfant, il y avait une petite fille qui avait 1 ou 2 ans de moins que moi, je crois, et qui portait ce prénom Célène. Alors à l'époque, je trouvais son prénom joli, mais je me posais pas de questions. Je me serais jamais dit, oh, si j'ai une fille plus tard, elle s'appellera Célène. Non. Mais le fait est que son prénom m'est resté quand même dans un coin de la tête. Et voilà, tant et si bien que ma fille s'appelle Célène, ça vient de la mythologie grecque, puisque Sélénée était une divinité de la lune. Et quand j'ai accouché, eh bien j'ai accouché suite à une nuit de pleine lune. Et c'était pas n'importe quelle pleine lune, c'était une super lune et une lune bleue. Donc toute cette combinaison est extrêmement rare et ça me réjouit encore plus d'avoir appelé ma fille comme ça. Ce qu'on appelle une super lune, finalement, c'est une appellation astronomique. C'est quand la lune est très proche de la Terre, davantage qu'une pleine lune classique, et on a l'impression qu'elle est énorme. Elle paraît bien plus grosse parce qu'elle est plus près de nous, tout simplement. Et ce qu'on appelle une lune bleue, c'est quand il y a pour la 2e fois dans un même mois une pleine lune. Donc c'est très très rare, seulement 3% des pleines lunes sont des lunes bleues. Et voilà, moi je trouve ça très rigolo d'avoir appelé ma fille Célène et qu'elle soit née suite à une nuit de pleine lune. C'est vraiment très chouette. Et donc j'ai toujours appelé Louise mon petit soleil et j'ai le soleil et maintenant j'ai désormais la lune. Et aussi toujours par rapport à son prénom et pour en finir là-dessus, Célène, ça vient du verbe sceller qui signifie fermer, clôturer. Et pour moi c'est d'autant plus important parce que Célène finalement c'est l'enfant qui vient clôturer la fratrie de nos 4 enfants. Donc voilà. Tout ce que je peux vous dire par rapport à ce prénom. Mais en tout cas, vous avez été tellement nombreux à réagir à ce choix sur Instagram en nous disant que c'est un prénom doux, que c'est un prénom très rare et que c'est surtout un prénom extrêmement mignon pour une petite fille. Donc voilà. Je suis contente que ça vous plaise, mais bon, même si ça vous plaisait pas, c'était notre choix et voilà, notre petite Célène est maintenant parmi nous. Et ben écoutez, une semaine qu'elle est née et puis moi j'ai déjà lu un livre et demi. Tout va bien, je vous dis, j'ai du temps pour continuer ma vie et mes petites activités, donc c'est parfait. J'ai donc lu Les Possibles de Virginie Grimaldi. Et là, je suis en pleine lecture actuellement du tome, c'est le combien? C'est le 4e volume des enquêtes d'Anna Swenson, c'est Meurtre et Tarte au citron meringuée. Voilà, une série que je continue à beaucoup apprécier, bien que dans ce tome 4, je trouve qu'il y a pas mal de longueur dans toute la première partie. Et comme j'en suis à vous parler lecture et Cozy Mystery avec ma lecture en cours, eh bien je vais ouvrir ce petit colis avec vous. Je me suis commandé sur Vinted un livre, une suite de sagas de Cozy Mystery que là aussi j'aime beaucoup. Donc on va voir. Merci pour votre achat, bonne lecture. Et je me suis donc commandé, c'est le tome 4 là aussi, de la série des enquêtes de Loveday and Ryder. Et donc c'est Le secret de Briar's Hall. Une série d'enquêtes qui se déroule à Oxford et qui met en scène un duo de personnages assez improbable, mais pourtant très efficace et attachant. On a d'un côté Loveday, qui est une jeune recrue policière qui doit faire face à la misogynie de ses collègues, puisque ça se déroule, je crois, c'est dans les années 60, voilà.
Donc forcément, il n'y avait pas à l'époque énormément de femmes policiers. Souvent, on lui demande de faire les photocopies ou de servir le café, mais évidemment, Loveday aspire à plus, aspire à mieux. Et elle collabore depuis quelques tomes avec Ryder, qui est un coroner, ancien chirurgien, qui a dû se reconvertir pour masquer qu'il souffre de la maladie de Parkinson. Mais plus ça avance, plus les symptômes commencent à prendre de l'ampleur et du coup Ryder a les pétoches à l'idée qu'on lui interdise d'exercer si jamais sa maladie est rendue publique. Donc les deux travaillent ensemble et ils résolvent bon nombre d'enquêtes. Je ne sais pas encore trop de quoi va parler ce 4e tome, je ne sais même pas si je vais le lire cette année, mais je n'avais plus de tome d'avance après avoir lu et savouré. C'était ce printemps quand on était à Bormes-les-Mimosas, le tome 3, donc il me fallait la suite et c'est une série qui sort en poche mais dont les tomes grand format sont pas forcément toujours très facilement trouvables sur Amazon. Donc j'ai pris le pli de les acheter à chaque fois sur Vinted. On va faire un petit point coloriage avant que je vous laisse et que ce vlog soit décidément trop long. J'ai terminé avant d'accoucher le coloriage que j'avais commencé dans le cahier de Rita Berman consacré à l'Europe. Je vais donc changer l'orientation de la caméra pour vous montrer le coloriage d'un petit peu plus près. Alors, en ce qui concerne le matériel utilisé, pour ce qui est du fond, on a du coup des pastels secs en forme de crayon de couleur et pas en forme de petits bâtons à gratouiller. C'est la marque Comté à Paris. Pour ce qui est du bleu là tout autour, eh bien, ce sont des luminances que j'ai utilisées. Mon effet doré est réalisé avec les crayons de couleur Polychromos. Et voilà, les Polychromos sont vraiment les crayons de couleur que j'utilise quasiment tout le temps. Je suis plutôt satisfaite de moi. Autant il y a des illustrations, quand je les mets en couleur, je me dis oui, bof, alors là, j'aurais peut-être dû faire comme ci ou comme ça. Autant là, vraiment, non, je suis contente. La seule chose qui change par rapport à ce que je vous avais annoncé, c'est que je vous avais dit que j'allais faire une espèce d'effet de transparence, puisqu'il s'agit quand même d'une bouteille, donc on peut s'imaginer une bouteille en verre. Et j'avais déjà fait cet effet en mettant comment est-ce que ça s'appelle? Du Neocolor 2 blanc pour lisser un petit peu la surface du verre et faire comme un effet de transparence. Là, j'ai commencé à essayer et mon Neocolor 2 s'est mélangé avec la texture hyper crémeuse du bleu des luminances. Donc, je me suis dit, ça ne va pas du tout faire bien. Je suis venue gommer, je suis venue reposer mon luminance correctement et j'ai laissé tomber cette idée de surface un petit peu transparente. Le mieux est l'ennemi du bien. Et 2-3 jours avant d'accoucher, j'ai commencé un nouveau coloriage, cette fois-ci dans le Fairy Celebrations de Clara Markova. Habituellement, je mets en couleur une illustration par an. Et là, je me suis dit, j'aimerais bien cette année réussir à passer la seconde et en faire au moins 2. Donc c'est pour ça que eh bien, je me suis lancée et je suis pour le moment contente de ce que j'ai pu faire. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Donc j'ai utilisé du pastel sec pour... Non mais pas du tout. Elle est quand même un peu fatiguée la fille. Non, j'ai utilisé mes crayons de couleur Brosse Funner Macaron, les couleurs pastel pour faire le fond. Et ensuite mes fleurs, c'est du Polychromos. J'ai mis un peu de Posca jaune pour faire le centre, pour que ça se démarque un peu plus parce que je trouvais au crayon de couleur que ça ressortait pas bien. Et j'ai commencé à faire mon petit dragon trop mignon, là, petit dragon fée. Au Polychromos également. Voilà pour cette illustration et j'espère l'avancer dans les jours qui viennent et pouvoir vous montrer une avancée significative dans mon prochain vlog, même si je pense que forcément, par la force des choses, mon rythme de coloriage va un petit peu baisser. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vais m'arrêter là de parler. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer. J'ai des petits colis à ouvrir, mais je vais me les garder sous le coude pendant quelques jours, le temps de entamer le vlog du mois de septembre qui va signer la rentrée des classes. Et oui, soupirent les parents soulagés et surtout très fatigués. Donc ça va faire du bien là, ce petit changement de rythme.
Et voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que je vous aurai bien changé les idées. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir et ça me motivera à poursuivre l'aventure à vos côtés, mois après mois. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!